Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre nouvelle émission qui va vous parler de jeux. Je suis Ephiriel et je suis accompagné du fameux Théo Rivière. Salut. Salut. Comment vas-tu ? Écoute, la vie est plutôt pas mal. Je suis très content de commencer cette nouvelle émission avec toi. Bien, moi aussi, ça me fait très plaisir. On en a parlé il y a un peu moins d'une semaine et demie peut-être, et on est déjà à tester les choses. Pour replacer un peu les choses, tu peux un peu te présenter, savoir qui tu es dans le monde ludique, c'est quand même important pour le but de l'émission. Ouais, bien sûr, je suis Théo Rivière, du coup, je suis auteur de jeux de société, surtout de société, mais de jeux de manière générale d'ailleurs. Depuis 3 ans bientôt, c'est mon activité principale, sachant que je le fais comme auteur indépendant, à faire de la création vraiment en tant qu'auteur, à proposer des prototypes à des éditeurs, mais aussi au sein de la Team Kaedama, où on est un collectif de 4 avec Antoine Boza, Ludovic Maublanc et Corentin Lebras, où on crée des jeux à partir de contraintes pour des éditeurs ou pour des entreprises. Vous avez peut-être, vous qui écoutez cette émission, joué à des jeux comme Draftosaurus ou Nagaraja ou Supercat, pour en citer quelques-uns. Dans ce cas-là, vous avez vu un petit morceau de mon travail. Qu'est-ce que 6388 ? Écoutez, c'est le titre de cette fabuleuse émission qu'on va se lancer tous les deux, Théo et moi. Le but de cette émission, qui va être récurrente, c'est quoi ? Tout simplement de donner un peu plus la parole aux auteurs, là en l'occurrence à toi Théo, pour avoir ce côté création. En fait, le but de nous deux, et tu me compléteras si besoin, c'était en fait de connaître un peu plus, de plonger un peu dans les backstage des jeux de société, dans le grand sens du terme, pour pouvoir comprendre comment un jeu allait naître, par quelles étapes on peut passer, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, comment on les surmonte, comment on arrive justement avec certaines contraintes à créer des choses. Toi, tu me disais quand on a parlé que tu avais beaucoup de questions de la part de joueurs sur ce côté-là, ce côté création. Et en fait, on s'est dit tous les deux, ce serait cool de pouvoir en parler et de décortiquer un peu ce sujet au fur et à mesure. Ouais, clairement, à la fois une sorte de making-of pour les gens qui sont joueurs et qui se disent tiens, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur comment les jeux sont créés, mais presque, alors sans être exhaustif évidemment, mais aussi de petits tutoriels, de petits conseils pour les gens qui veulent se lancer dans la création de jeux et qui parfois au début on est un peu perdu, ont besoin ou du moins ont envie d'avoir des conseils supplémentaires. Et pour cette première émission, le sujet va être en fait le proto. Le prototype, c'est le proto, c'est un peu le nom qu'on lui donne, le petit nom sympa qu'on lui donne dans le monde ludique. Mais je pense ailleurs aussi d'ailleurs. Et en fait, le gros sujet dont on va discuter, c'est comment commencer un nouveau prototype, comment lancer le truc alors, de la base de la création pure et dure et jusqu'à monter peut-être un peu s'arrêter avant la création elle-même, c'est-à-dire physique du matériel. Je te propose de se lancer directement sans attendre dans ce sujet-là, si ça te convient. Avec grand plaisir. Ok, moi de mon côté, donc je suis pas créateur de jeu, pas du tout ton expérience, ton background dessus, donc je vais faire ce côté un peu simple des questions et écoute, on va se lancer comme ça. Pour moi en fait, quand on crée un proto, des différentes interviews que j'ai pu mener auprès de créateurs, en fait on a toujours deux possibilités de base pour l'idée d'un proto. Ça va être soit partir du mécanique de jeu, du draft, du lancer de dés, ce genre de choses, ou soit partir d'un thème général, c'est-à-dire d'un thème historique, un monde spécifique ou un thème qu'on a envie d'aborder pour pouvoir avoir une couleur autour du jeu. Comment toi tu vois les choses sur ta créativité en général ? Ouais, c'est clairement les deux piliers qui reviennent souvent et sur lesquels je suis globalement d'accord. Même si j'y reviens juste après, j'en ai 2 autres petits à rajouter qui sont presque des dérivés mais qui vont bien aussi avec. Mais c'est clair que moi d'expérience et de mes discussions avec mes co-auteurs, il y a vraiment une dimension où parfois tu as vraiment envie d'avoir un thème précis, un thème fort dans ta tête et tu te dis tiens, pour diverses raisons, ça peut être parce que le thème est à la mode, parce qu'il n'y a pas de jeu sur ce thème-là, parce que tu as regardé une série qui t'a branché sur ce thème-là, mais en tout cas tu as envie de partir de ce thème pour créer un jeu, ou vraiment cette notion de j'ai une mécanique qui me trotte dans la tête, alors par mécanique c'est un mot un peu fourre-tout dans le milieu qu'on utilise pour plein de choses, donc ça peut être à la fois une mécanique existante de se dire bah tiens j'ai vraiment envie de faire un jeu de draft ou un jeu de placement d'ouvriers, mais ça peut être aussi ah bah tiens j'ai imaginé un jeu où j'ai encore pas grand chose à part que quand je récupère une carte ça déclenche un effet et c'est à peu près tout, je sais que je veux faire ça, et c'est ça qu'on va aussi englober par mécanique, c'est pas forcément une mécanique déjà connue et nommée. Oui, ça peut être une création pure et dure.
Ouais, vraiment ce côté de, c'est la manière dont on va jouer qui va driver mon idée de départ plutôt que l'histoire que j'ai envie de raconter. Qui est d'ailleurs un autre point de départ que j'ai tendance à évoquer en faisant un petit distinguo entre le thème et l'histoire. Par histoire, j'entends vraiment ce qu'on a envie de raconter au travers du jeu, sans se soucier vraiment du thème. Typiquement, on peut se dire, tiens, j'ai envie de faire un jeu où la grande histoire que j'ai envie de raconter, c'est on est bloqué quelque part, on se fait attaquer par des hordes de monstres et on doit se défendre. Ça, c'est l'histoire que j'ai envie de raconter. Mais après, que ça soit des hordes de zombies, on est dans une usine désaffectée, ou des hordes de vikings et on est posé dans un drakkar, ou n'importe quoi d'autre, ça sera plus le thème, et j'ai l'impression qu'on peut partir plus de l'histoire que du thème à ce moment-là. Oui, et effectivement, en fait, tu peux, j'imagine, du coup, avoir un thème général qui va englober plusieurs jeux, enfin, pour faire des suites de jeux, j'imagine, mais je pense à Magic, par exemple, voilà, le thème général, c'est la fantasy, et à côté de ça, tu as plusieurs histoires qui vont s'intercaler suivant les extensions, suivant les nouvelles variantes du jeu. Ouais, clairement. Tu peux avoir envie de faire un jeu de course et tu t'en fiches à ce moment-là que ça soit une course dans l'espace ou une course de moto. Tu veux juste que ça soit une course. Que du coup, j'ai tendance à appeler plus histoire que thème, faute d'un mot vraiment parfaitement adéquat. Et le dernier point de départ qui est important pour moi et qui est important pour pas mal d'auteurs de jeux, je pense, de plus en plus en tout cas, c'est le point de départ du matériel, qu'il soit fou ou pas d'ailleurs. Quand j'ai commencé Sticky Chameleon, c'était clairement l'idée de se dire on va faire un jeu avec des mains collantes, et à ce moment-là on n'avait pas d'idée thématique, pas d'idée mécanique, on n'avait vraiment rien à part il faut qu'il y ait des mains collantes dans le jeu. Mais ça peut être aussi un point de départ matériel moins fou que ça. Je sais que moi par exemple, plusieurs fois je me dis que j'aimerais vraiment faire un jeu de dés pur, vraiment un jeu où le matériel c'est XD dans la boîte et c'est tout, on n'utilise que des dés. Et clairement, ça sera un point de départ pour moi un moment quand j'aurai une idée qui me plaira vraiment. Mais ce point de départ, il est purement matériel. Je m'en fiche du thème, je m'en fiche de la mécanique. Je veux juste que quand on ouvre la boîte du jeu, il n'y ait que des dés à l'intérieur. Et ça, je pense que c'est un point de départ qui peut aussi être assez riche en termes de créativité. Mais du coup, comment arriver en fait à... Parce que j'imagine que dans la création, quand elle vient, c'est en imaginant que ça se vient en te levant le matin, j'imagine bien que c'est pas ça, mais tu as forcément un de ces 4 points qui est prioritaire. Est-ce que c'est pas finalement juste se limiter en fait à ça et ensuite essayer de se dire ok, bon, j'ai à peu près ma mécanique, je vois le matériel que je vais utiliser dedans, mais du coup maintenant il me faut une histoire, il me faut un thème. Est-ce que du coup c'est pas rajouter des couches pour dire il en faut, ou est-ce que tu arrives on arrive, je dis à toi en général, mais est-ce que toi t'as le sentiment du coup que ça se fait naturellement au fur et à mesure de la création? Genre, je prends l'idée de ton jeu de dés que tu as envie de faire, par exemple, tu dis ok, voilà, j'ai un jeu de dés, en fait ces dés ça pourrait être des pierres qui roulent, qui tombent d'une montagne parce qu'ils vont arrêter quelque chose, et en fait le résultat va donner un score de trucs, et en fait du coup est-ce que du coup tu arrives à donner un truc logique, ou parfois tu as l'impression que c'est forcé et que ça devient une contrainte? C'est assez rare que je me sente vraiment bloqué et que je me dise oh, là, il faut que je trouve un thème, je suis vraiment bloqué si je suis parti d'une mécanique, ou j'ai ma thématique qui me plaît beaucoup mais j'arrive pas à trouver de méca qui me plaise. Souvent ça va un peu ruminer dans mon esprit pendant un petit bout de temps jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui me plaise, ce qui peut prendre éventuellement du temps, mais au moment où ça va commencer où les briques vont commencer à se caler entre elles, ça va se faire assez naturellement en fait. Là je pense à une des dernières fois où j'ai vraiment eu un thème où j'avais uniquement le thème dans ma tête, parce que souvent j'ai des morceaux de trucs dès le début un peu mélangés. J'avais vraiment envie de faire un jeu avec des chiens dans l'espace. Je pense que ça venait en partie du Inktober d'un mec qui s'appelle Aurélien Fernandez, qui est un illustrateur de talent avec qui j'étais au lycée d'ailleurs, et qui, je crois en 2018, a fait un Inktober où c'était que des chiens dans l'espace. Et j'aime bien les chiens et j'aime bien l'espace. Donc longtemps je me suis dit faut que je fasse un jeu avec des chiens dans l'espace, et vraiment ça a traîné dans un coin de mon cerveau en tâche de fond sans que je travaille activement dessus, en me disant ouais tiens, c'est un thème qui me plaît. Là je sais pas comment ça marche pour tout le monde évidemment, je parle pour moi, mais là je te rejoins un peu sur l'aspect des fois épiphanique de je me lève le matin et boum, il y a un truc. À un moment je me suis dit ce jeu avec des chiens dans l'espace, j'ai un bout de mécanique qui peut bien coller dessus, allez c'est parti, je me lance quoi. Mais vraiment, il y a eu ce côté, ça rumine dans ma tête en tâche de fond, jusqu'à temps qu'il y ait un élément supplémentaire. Donc là, c'était le thème et la mécanique est arrivée après, mais parfois c'est l'inverse. Et vraiment, ça tourne jusqu'à temps que d'un coup, l'idée elle arrive et que je me dise que ces pièces de puzzle, elles vont bien s'assembler. D'accord. Et au niveau de la création pure en tant qu'auteur, à quel moment tu te dis
Parce que t'as beaucoup travaillé soit en binôme, soit en trinôme sur des jeux. À quel moment tu dis en fait, ok, j'ai besoin de le présenter à quelqu'un? Est-ce que c'est une envie de se dire, j'ai pas envie de faire ça seul parce que je me sens bloqué, ou est-ce que j'ai envie de partager l'expérience avec quelqu'un où je sais que cette personne va m'apporter quelque chose dans le jeu? Comment ça se passe en fait? La différence, travailler seul, travailler à plusieurs, comment tu l'apprécies? Un peu tout mélangé, c'est très bizarre. En fait, il y a vraiment un truc de. Moi, j'ai un grand plaisir à faire du co-autorat. Surtout parce que ça fait des belles histoires avec des copains, tu crées des trucs à plusieurs, tu rigoles bien et j'ai vraiment besoin de ça. Et aussi parce que j'ai l'impression que ça fait des meilleurs jeux, dans le sens où t'as ce mini challenge ce mini défi de travailler avec quelqu'un, et même si tu le connais bien, t'as toujours envie d'être un peu impressionnant, d'avoir fait du bon boulot, que l'autre il soit content, qu'il se passe des choses. Donc ça, c'est une bonne source de motivation pour moi. Au final, les seuls moments où j'ai travaillé seul sur des prototypes, c'est quand dès l'idée, le jeu était un peu fini. Je sais pas si c'est très facile à appréhender, mais parfois, j'ai des idées de jeu où je vais faire un prototype, et soit ça va marcher, soit ça va pas marcher. Et si ça marche pas, l'idée elle était mauvaise et le jeu il était raté, et puis tant pis quoi. Comment tu sens ça, toi, en fait? Parce que tu peux avoir une idée dans ta tête, tu dis putain, ça va être trop bien, tu crées un peu le proto, tu vois comment ça fonctionne, et tu te dis finalement, non, c'est un mauvais jeu, ou non, que ça fonctionne pas, mais ton idée elle est ressentie que par toi, en fait. Ça veut pas dire que c'est faux, que c'est vrai en soi, ça peut être complètement faux parce que ta visibilité là-dessus, elle est un peu tronquée, peut-être parce que tu t'es déçu sur la façon de le faire, peut-être que, bon voilà, mais. Aujourd'hui, moi, il y a des jeux que j'aime pas et qui font des cartons. Donc, dans l'idée, je me dis, s'il faut ce que tu viens de créer là, ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Ouais, dans tous les cas, il me faudra ce côté de je suis content de ce que j'ai fait et j'ai l'impression que le jeu est bien et j'ai envie d'avancer dessus. Ça, c'est un truc qui revient souvent et qui peut parfois paraître un peu gentil, naïf, mais je pense que c'est vraiment un truc réel de on fait tous les jeux auxquels on a envie de jouer et qu'on aime bien, quoi. J'aurais du mal à bosser sur un jeu que je trouve pas terrible. Moi, je serais bloqué parce que ça me plairait pas et que c'est important d'avoir ce côté je suis fier de moi et je suis content de ce que j'ai. Du coup, avoir l'idée de quelqu'un ou une personne extérieure qui vient mettre son grain de sel, qui va peut-être améliorer le thème ou la mécanique que tu avais commencé à créer, c'est j'imagine du coup largement possible, et qui va te redonner en fait cette envie de dire putain, j'étais bloqué à ça, je pensais que ça suffisait, ça me décevait un peu, et en fait tu viens de rajouter la petite couche, la petite brique qui me change complètement la vision du truc. Finalement, ça peut arriver. Ouais, clairement. Et je pense qu'il y a pas mal de co-autorat chez moi ou qu'on m'a raconté, que j'ai vu d'autres trucs qui sont j'ai ce vieux proto qui traîne dans un carton depuis longtemps mais il est nul. Vas-y, je te le montre pour qu'on regarde et qu'on en parle. Avec vraiment cette dimension de j'étais excité par une idée mais ça n'a pas abouti. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore un potentiel, un truc qui peut en ressortir. Je le montre à quelqu'un et cette personne amène l'idée qui débloque tout ou le truc qui fait que tu vas passer de ok, c'était une mauvaise idée à c'était une bonne idée. Du coup, ce que j'ai en tête quand tu me dis, je suis désolé, j'insiste un peu sur ce côté, je suis déçu de moi-même. On sait en général, alors je fais une grande généralité, on va peut-être me taper dessus, que les créateurs sont rarement complètement fiers de ce qu'ils font. Il y a toujours ce sentiment de pas avoir accompli complètement ce qu'il fallait ou pas être à fond. Tu vois, il y a un côté un peu peut-être syndrome de l'imposteur sur ça. Et je me dis qu'en fait, il faut savoir se rassurer auprès des gens, auprès des d'autres créateurs, des personnes qu'on estime ou des personnes qu'on pense être la personne qu'il nous faut là-dessus. Et je trouve que ça peut être réducteur en fait de se dire. Mais tu vois, l'idée que tu dises, ok, j'ai créé un proto, j'ai mis dans un carton, des années après, je le représente à quelqu'un et bam, ça fonctionne. C'est en fait, je vois l'allégorie du faut jamais abandonner en fait. C'est pas parce que tu as une idée qui t'a pas plu sur le moment, qui est pas aboutie, qui a pas germé correctement, qu'il faut vraiment la jeter aux oubliettes, mais peut-être effectivement soit la travailler différemment dans ton esprit, soit la présenter à quelqu'un plus tard parce que ça aura changé, tu auras vu d'autres choses qui t'ont fait évoluer, et ainsi de suite. Ouais, clairement, avec quand même une dimension sur laquelle qui est un peu différente, je trouve, dans la création de jeux que dans d'autres systèmes créatifs, c'est que parfois un jeu il fonctionne pas en fait. Tu peux avoir alors il y a forcément du subjectif dans j'ai trouvé que le jeu que j'ai construit il est bien ou il est pas bien, et je te rejoins sur le fait que ça dépend aussi des auteurs, mais moi je suis plutôt un internel insatisfait où je vais me dire j'ai fait ce truc, ça marche, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas le nouveau Seven Wonders, mais mon proto il tourne. Mais il y a déjà cette étape à passer. Des fois je crée des protos où je m'installe, j'ai fait un système de jeu, tac tac tac, je commence à jouer avec, et puis en fait ça ne fonctionne pas, dans le sens où les mécaniques elles s'imbriquent pas bien ensemble, il y a une vraie faille à un endroit qui fait qu'on peut pas finir la partie, ou vraiment on s'ennuie énormément et c'est évident, et à ce moment là ça peut être un stop
un stop poubelle plus qu'un stop placard assez concret, quoi, d'un truc où je me dis, je vais pas appeler Corentin Lebras ou Bruno Catala pour leur dire j'ai commencé un truc, ça marche pas très bien, mais je pense qu'il y a une idée. Je vais juste me dire ouais, bah non, en fait, là, le chemin, il était pas bon, tant pis, celui-là, je l'arrête, quoi. Tu reviens sur le côté travailler à plusieurs. Donc, ok, tu as ton proto, tu vois que ça fonctionne, tu fais appel à quelqu'un qui est aussi excité par le projet, donc commencer à travailler ensemble. C'est une question bête parce que je sais que c'est un truc qui peut prendre de l'importance dans la création à plusieurs. Le côté un peu égo des choses, comment ça se passe? Alors pour toi, là c'est vraiment personnel, j'imagine, mais de tes collaborations, j'imagine que à un moment il y a forcément des points de friction entre les gens. Genre, ça, on est tous humains finalement. Comment ça se passe? Assez bien, étonnamment. Après, je sais pas si... Moi, je suis vraiment... Alors, j'ai bossé avec pas mal de gens différents. J'ai un petit tableau où je fais des stats sur tous mes jeux parce que j'aime beaucoup les statistiques. Et aujourd'hui, j'ai 14 co-auteurs différents sur tous mes projets. Et pourtant, je suis assez tatillon, en fait. Et j'ai fait pas mal d'essais de collaboration avec des gens que j'aime vraiment bien dans la vie, mais ça aboutit sur rien. Pas forcément pour les problèmes que je vais évoquer, mais... D'ailleurs, même jamais pour les problèmes que j'ai évoqués, mais potentiellement ça pourrait arriver. Et je crois que je choisis les gens avec qui je bosse pour être des gens qui n'ont pas un ego trop important. Ou du moins pas dans la création, en fait. Pour qu'il y ait vraiment ce côté de on laisse aller, on discute, ça se passe bien. Et pour être dans une espèce de zone de confiance qui est vraiment, vraiment importante parce que, tu l'évoquais, hein, mais quand tu crées quelque chose, bah, tu te mets un peu à nu, il y a un peu de toi dedans. Et moi, je suis assez émotif par rapport à tous ces trucs. Donc si j'ai fait un proto où je me dis ah bah tiens je vais le proposer à un co-auteur parce que je l'aime bien mais il est pas fini et qui me dit oh bon j'ai regardé je trouve ça nul, clairement moi ça peut me faire du mal quoi. Donc je vais essayer de trouver des gens où je me dis bah ça va bien se passer dans notre discussion et dans la manière dont on va placer nos idées pour qu'il y ait une relation de travail qui soit la plus saine possible. Et je pense qu'en fait c'est super important parce que l'idée comme tu disais de se faire rejeter une idée, de se faire jeter un truc en disant bon c'était pas terrible, même si c'est dit avec tous les angles arrondis qu'on veut, c'est quand même difficile. Genre, effectivement comme tu dis, tu te mets un peu à nu sur ça et surtout parfois tu peux avoir l'impression en fait que ton idée évolue de trop dans le partenariat et qu'elle soit un peu complètement oubliée, qu'elle passe trop à autre chose. Et que du coup ton proto ou ta mécanique de base ou ton thème de base n'est plus du tout ce qu'il était. Est-ce que ça peut être gênant ou est-ce que dans la création c'est logique qu'il y ait cette variation, cette transformation des choses? C'est dans tous les cas le moment où tu te lances dans le co-autorat, c'est une sorte de pacte et d'acceptation de à la fin le jeu ça sera pas exactement le tien ou ça sera le tien mais ça sera aussi celui de quelqu'un d'autre et il sera pas exactement comme tu auras eu envie. C'est Antoine Boza qui parlait à un moment, alors je le cite mal parce que j'ai pas la citation exacte, mais d'un espèce de truc où quand tu travailles tout seul, bah, c'est une dictature en fait. Je suis comme ça et je me dis bah, je veux que les cartes elles soient carrées dans ma tête, bah, les cartes elles sont carrées quoi, c'est moi qui impose tout le truc. Alors que avec les avantages et les inconvénients liés au truc, mais si jamais je suis en co-autorat et que je me dis bah, je veux des cartes carrées, il y aura certainement un petit débat, une petite discussion sur bah, est-ce que des cartes format classique ça sera mieux, est-ce que des jetons ronds ça sera mieux, et on va discuter de ces détails-là. Et moi j'aime bien ce moment où il y a le débat, mais il faut accepter que des fois bah, la décision ça sera pas la tienne qu'on prendra à la fin. Et parfois même bah, tu te diras bah, je pense que ma décision elle était meilleure, mais je vais suivre mon co-auteur parce que lui il en est persuadé. Et il y a ce rapport de confiance qui est aussi vachement important, de se dire bah en fait je travaille avec des gens que je trouve talentueux, avec qui j'ai plaisir à travailler, et normalement ils font pas des trucs exprès pour m'embêter quoi. Il y a pas de relation nocive à ce niveau-là. Donc bah, si je propose un prototype et que je me dis qu'il faut des dés et que mon co-auteur il est persuadé qu'il faut pas des dés, bah, il le dit pas pour que à la fin je sois vexé quoi. Il le dit parce qu'il en est persuadé, donc ça vaut le coup de discuter et d'essayer de comprendre pourquoi il en est persuadé. Il ou elle d'ailleurs, hein, j'ai bossé avec beaucoup d'hommes, mais n'oublions pas les autrices. Il ou elle, et à la fin bah, il faut qu'on prenne cette décision en ayant apporté nos arguments des deux côtés et qu'on ait l'impression de prendre la décision qui soit la meilleure pour le jeu. Du coup, toi, dans ton discours, j'entends que tu gères ton ego là-dessus, en fait, en disant ok, je comprends que l'idée qu'on m'apporte est meilleure que la mienne ou qu'elle transforme mon idée de façon plus agréable, mais comment tu gères aussi l'ego de l'autre personne? C'est-à-dire parfois, tu as des personnes qui ont justement je vais pas dire un trop plein d'ego, mais juste qui veulent un peu imposer cette dictature sur le truc en disant bah non, je pense que ce format est mieux de cartes, c'est pas carré, ça doit être plutôt bord arrondi. Enfin,
c'est délicat d'avoir cet échange au quotidien, j'imagine, sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. En fait, j'imagine que ça a demandé énormément de bienveillance auprès de l'autre personne en permanence, non? Ouais, clairement. À la fois ça, et à la fois, il y a des gens... j'ai fait beaucoup de jeux avec Coran dans le bras, par exemple, et du coup, on est dans un rapport suffisamment relax pour que je lui dise « je sais pas, bof », et que j'ai pas besoin de mettre toujours les formes, de faire un long message et qu'on en discute. Et lui, il va comprendre un peu, et à l'inverse, je vais comprendre s'il me dit « ouais, je sais pas, je suis pas chaud », et on va rebondir plus efficacement sur ça. Et après, c'est vrai que en fait, j'aurais tendance à... Et pour l'instant, j'ai vraiment pas eu le problème, mais à ne pas travailler avec des gens qui imposeraient trop leur idée et leur truc en disant bah non, regarde, mon idée elle est meilleure. Et au final, j'ai rarement eu des longs débats compliqués de vas-y, moi je pense que c'est des cartes carrées, toi tu penses que c'est des cartes rondes, et on s'écharpe jusqu'à temps qu'on trouve le bon format. Généralement, on est plutôt vite d'accord parce que les discussions se font assez sereinement. Alors, je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance ou si peut-être que j'accepte trop vite les décisions de mes co-auteurs, je pense pas. Non, ça peut être que c'est fait en bonne intelligence simplement aussi, hein, c'est pas... Mais clairement, je pense que le conflit, il est pas à ce moment-là, quoi. Je saute un peu du coq à l'âne. Comment tu t'assures dans toute cette création de proto avec les autres personnes de créer quelque chose de nouveau? Parce que c'est difficile. Enfin, il y a des milliers de jeux qui sortent, des milliers chaque année. Oui, peut-être. On arrive avec un millier presque par an maintenant. Comment s'assurer en fait que ce soit nouveau? Alors, faire une mécanique de pose ouvrier, ça reste une mécanique de pose ouvrier. Hein, je pense exemple là. Donc c'est dur de faire du nouveau là-dessus. Mais justement, quand on part d'une mécanique qui est je pense qu'on a exploré toutes les mécaniques possibles dans les jeux de société aujourd'hui. Comment on s'assure de faire un truc qui n'a pas déjà été visité, revisité, ou qui fonctionne de façon un peu bateau. Je prends l'exemple du flip and write ou du roll and write comme ça. En fait, finalement, ça reste la même mécanique simple. Comment on fait ça? On s'assure que d'un côté ou de l'autre, en fait, c'est pas le même jeu. Il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est je pense qu'il y a encore plein de terrain à investir, à réfléchir et à voir. Et on a encore des grandes révolutions, tu vois, rien que quand Time Stories, qui est arrivé en 2016, je sais pas, un truc dans le genre, c'était le premier jeu où il y avait, un des premiers qui a popularisé cette idée de se dire, tiens, il y aura des scénarios, ça sera one shot, quand on aura joué, on pourra pas rejouer. Et ça, je pense que c'est une des dernières grosses étapes d'évolution, qui n'est pas une mécanique pure, mais qui a ouvert des portes vers plus de jeux d'enquête, plus de jeux d'escape, plus de jeux à usage unique. Et donc je pense qu'il y a encore des portes qu'on peut ouvrir, des trucs qu'on peut changer, et qu'il y aura encore des gros bouleversements qui arriveront à un moment ou à un autre. Et après, des fois, il faut aussi un peu s'en détacher. Moi, c'est un truc que j'ai appris et sur lequel j'ai eu vraiment du mal au début, quand je faisais mes premiers protos. Alors je vais reprendre cet exemple, mais il est pour de vrai, c'était un peu le truc que j'avais en tête tout le temps. Je jouais à mes prototypes et je me disais c'est pas le nouveau Seven Wonders en fait, quoi. Et vraiment c'était un peu, alors j'aime beaucoup Seven Wonders, hein, c'est pour ça, et je connaissais pas encore Antoine à ce moment-là, mais c'était un peu mon obsession de me dire en fait, si je fais un jeu qui est pas un bouleversement et un jeu extraordinaire, un peu à quoi bon? Et au fur et à mesure, j'ai appris à me dire que en fait, je joue pas que à des jeux qui sont les nouveaux Seven Wonders dans ma vie, et je prends quand même énormément de plaisir à jouer à des trucs qui sont pas les jeux les plus originaux du monde, quoi. Et donc d'avoir une part d'originalité suffisante pour se dire ok, je joue à jeu et c'est avec grand plaisir, il y a un truc qui me plaît, il y a quelque chose qui fait qu'il est un peu unique, ça me suffit maintenant pour me dire tiens, quand on a fait Draftosaurus, c'est un jeu de draft, il y en avait déjà, c'est un jeu où on score, il y en avait déjà, et pourtant l'alchimie du matériel, du thème et de ce que ça raconte à la fin a amené une sensation de jeu qui a été jugée assez fraîche et assez agréable et un peu nouvelle. Alors que décomposé, il n'y avait pas il n'y avait pas un effet extraordinairement nouveau sur chacun de ces éléments. Je vois complètement ce que tu veux dire. En fait, moi, je prends l'exemple pour moi des jeux de draft que j'aime énormément, qui est un jeu américain qui s'appelle Legendary, qui est décliné sur Marvel, Alien, Predator, ce genre de choses, qui a encore plein de déclinaisons. Finalement, ça reste très exactement la même mécanique à chaque fois, avec quelques petites choses qui changent, mais en vrai le thème est toujours différent, et c'est ça en fait qui me fait envie de jouer à ça. J'ai envie de jouer un alien, de pouvoir poutrer du Marines, et du coup même si la mécanique je la connais, je vais quand même jouer à ça, et ça me fait plaisir parce que le thème est fort pour moi en fait. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Je ferai un petit récap à la fin de plein de petites choses que tu as dit que je trouve super intéressantes, qu'il faut garder en tête, je pense, si on veut créer du jeu. Quand on avait fait un peu la préparation de l'émission, tu m'avais dit que tu voulais parler un peu de Sea of Clouds. Il y avait des exemples particuliers que tu voulais mettre en avant? Sea of Clouds, en fait, je pense que c'est un bon exemple. Alors, c'est mon deuxième jeu édité, donc c'est un moment où
où j'étais encore un peu un bébé auteur et en termes de création, je travaillais un peu différemment et je travaillais clairement moins. Tu l'as fait seul, celui-là. Je l'ai fait seul, ouais, tout à fait. Aussi parce que je connaissais pas encore grand monde, en fait. Je pense que si j'avais dû le faire aujourd'hui, j'aurais très certainement demandé de l'aide à quelqu'un à un moment ou à un autre. Et il y avait ce côté, j'avais pas de copain auteur de jeu, alors c'était plus difficile de faire du co-auteur. Et c'est clairement un jeu où je suis parti à 100% de la mécanique. Ce qui m'arrive un peu, mais rarement à ce point-là. Là, c'était vraiment, j'avais la mécanique de draft un peu bizarre complètement en tête. Parce que c'est une variante de draft de Magic. J'ai beaucoup joué à Magic. Et en tournoi, parfois, et par c'était pas souvent moi d'ailleurs, c'était plutôt les joueurs un peu plus forts et un peu plus pros, drafter le cube, qui est une pile de bonnes cartes Magic qui a été imaginée pour être draftée, de la même manière qu'on draft dans Sea of Clouds. Donc vraiment cette notion de je regarde une pile de cartes, si elle me plaît, je la prends, si elle me plaît pas, je la remets face cachée et je rajoute une carte par-dessus de la pioche. Et donc d'avoir des piles de cartes qui sont de plus en plus intéressantes. Et c'était vraiment mon point de départ, c'était je veux faire un jeu avec cette mécanique-là. Et j'avais rien d'autre que ça au départ, ce qui est pas souvent pour moi. Et le jeu est très vite devenu un jeu de pirate parce que je regardais à ce moment-là une série télé que je vous recommande pas trop parce qu'au final j'ai pas tant aimé, qui s'appelle Black Sails. Oh non, tu peux pas dire ça. Il y a un sujet là. Ah, bon, voilà, parenthèse Black Sails que j'ai trouvé qui était une sorte, tu vas encore crier, mais un peu de sous Game of Thrones avec des pirates, mais néanmoins qui a un des plus beaux génériques de l'histoire des génériques. Et vraiment, je regardais Black Sails parce que je regardais énormément de séries à ce moment-là, et je me suis dit, tiens, le thème des pirates, c'est un thème cool. Bon, il est un peu surexploité, et je l'avais pas complètement en tête à ce moment-là, mais il y avait déjà beaucoup de jeux de pirates, mais je sais pas, j'aimais bien les pirates, donc je me suis dit, tiens, on va mettre un thème de pirates sur Sea of Clouds. Mais clairement, c'est un de mes rares jeux où la mécanique et la thématique s'imbriquent correctement à la fin parce qu'on a fait en sorte après, au fur et à mesure de la création, dès que les pirates, je dis on parce que l'éditeur a été aussi impliqué assez vite, mais dès que j'ai su que c'était des pirates, j'ai fait en sorte que les mechas collent à peu près bien. Mais je pense qu'à partir de ce point de départ et de cette mécanique, si je devais refaire un jeu aujourd'hui, peut-être que ça serait pas des pirates et ça serait très certainement même autre chose, quoi. D'accord, je vois complètement les choses. Ok, on arrive presque sur la fin. Je vais me faire une dernière question. Finalement, dans le prototype, qu'est-ce qui, pour toi, alors j'imagine que la question est vraiment très très ciblée, mais finalement impossible de répondre facilement. Mais qu'est-ce qui est important en fait? C'est quoi? C'est la jouabilité et te dire ok, ça se joue bien, c'est intéressant, ça fait la rue Michel et finalement les gens s'amusent dessus. Ou est-ce qu'il y a un côté nouveauté obligatoire en disant j'ai envie que les gens ressentent un petit croustillant différent? Et se disent tiens j'ai jamais vu ça, ou tiens cette mécanique est utilisée différemment et c'est plutôt intéressant comme ça. Qu'est-ce qui prime un peu dans la créativité là-dedans? C'est ces fameux moments où on botte en touche en disant un peu les deux, mais clairement un peu les deux. Je me suis un peu enlevé du coup cette obsession de me dire je veux faire des jeux qui vont marquer les époques en étant le meilleur jeu de cette année-là. Mais en même temps je le garde un peu en tête de me dire j'ai envie de faire un jeu qui compte et qui n'arrive pas sur le marché en étant un jeu parmi d'autres qui va sortir, faire pas trop de bruit et disparaître. Entre autres parce que j'ai l'impression que le marché sature un peu, tu l'évoquais, il y a vraiment énormément de sorties. Et donc aujourd'hui c'est difficile de se faire une place. Et par se faire une place, j'entends pas uniquement que financièrement. Alors j'ai envie et j'ai besoin que mes jeux marchent parce que j'ai un loyer à payer à la fin du mois, mais j'ai aussi envie vraiment que mes jeux marchent parce que j'ai envie d'avoir un truc auquel les gens vont avoir accès massivement, qui vont pouvoir jouer, s'amuser et passer des coups de moment. Mais pour ça, je recherche pas forcément l'originalité et un truc complètement incroyable à chaque fois. Et pourtant, j'ai envie d'avoir au moins une petite touche, un petit truc qui me dit ok, ouais, ce jeu il est différent des autres, et quand il arrive, il va apporter quelque chose à cette espèce de gigantesque ludothèque collective qui sont tous les jeux qui existent déjà, quoi. Alors, en fait, après, je rappelle que la nouveauté, c'est pas forcément sur une mécanique, ça peut être, comme tu l'as très bien dit, sur l'histoire, sur le matériel, sur le thème, ou sur justement la mécanique de jeu. Ok, je vais récap rapidement du coup parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais ce que moi je retiens de ce que tu me dis, c'est déjà il faut savoir se lancer avec soit une mécanique, un thème, une histoire, ou du matériel, une envie de matériel qu'on a en tête, et ensuite rajouter des briques du reste pour pouvoir éventuellement créer un proto qui nous plaise, à nous déjà, dans un premier temps. Pas hésiter à demander de l'aide, alors si on a des potes qui sont auteurs eux-mêmes, mais au moins à des gens qui sont déjà gamers pour pouvoir avoir un premier
une première sensation. Macérer un peu les choses, je dis ça dans ce sens-là, mais c'est-à-dire que c'est pas parce que la chose ne nous plaît pas tout de suite qu'il faut la jeter aux orties tout de suite, il faut peut-être la laisser dans un coin et la représenter plus tard, parce que c'est peut-être pas le bon moment, peut-être qu'il y a un thème qui reviendra plus tard, qui nous fera repenser à autre chose, qui nous fera travailler à autre chose. Laisser son ego de côté. Je dis ça comme ça, mais ça me paraît fou. J'aime beaucoup la citation que tu as dit de Antoine Bozas sur le côté quand on travaille en solo, c'est de la dictature. C'est vrai que c'est vrai, c'est très vrai en fait. Et surtout, peut-être se donner un peu de soi dans les jeux, ça paraît logique, mais pas forcément. C'est pas forcément évident de se donner un peu, de se mettre à nu sur ce genre de choses. Est-ce que je résume un peu bien? Est-ce que j'oublie des choses? Non, c'est parfait. Je rajouterais juste sur la notion d'aide, aussi parce que ça compte pour moi et c'est vraiment important, je pense, dans ce milieu-là, mais c'est un milieu qui est encore petit et qui est encore vraiment solidaire. Et je le répète souvent et je pense qu'il faut le répéter tout le temps, mais il faut pas hésiter aussi à demander de l'aide de ses pairs, des autres auteurs qui sont installés, un peu installés ou pas trop installés, parce que c'est un truc qui existe, j'ai l'impression, depuis le début, et qui a tendance à se pérenniser, à être vraiment important. C'est-à-dire que moi, on m'envoie régulièrement des messages, alors moins que Bruno Catala évidemment, mais régulièrement on m'envoie des messages me disant « Ah bah j'ai fait un proto, est-ce que tu peux regarder mes règles, est-ce qu'on peut en discuter ?» Et je réponds favorablement, ou alors j'oublie, mais quand je pense à répondre, je réponds favorablement à 100% des cas, quoi. Et si moi j'ai réussi à mettre un pied dans le milieu, c'est parce qu'à un moment, il y a Antoine Bozas qui m'a dit « Vas-y, envoie les règles de ton jeu, là je regarderai et je te ferai des retours. » Et je pense que, alors j'ai pas la confirmation, mais Antoine il a réussi à mettre aussi un pied dans le milieu parce qu'à un moment peut-être que Bruno Catala lui a tendu la main et Bruno a réussi parce que Bruno Feduti lui a tendu la main et ainsi de suite. Donc vraiment pas hésiter à solliciter les autres auteurs pour avoir des retours d'expérience, des conseils, des trucs. Ce podcast est clairement dans cette idée-là aussi, mais vraiment c'est un truc qu'il faut pas hésiter à faire. Écoute, c'est une très bonne phrase de fin. Je pense qu'on a couvert à peu près le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser dans les commentaires ou à nous envoyer un petit DM pour savoir s'il y a des questions particulières, s'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes sur ce sujet. Pour la prochaine émission, je te propose un nouveau sujet. En l'occurrence, c'est toi qui l'a proposé lorsqu'on a travaillé dessus, qui serait comment, toujours à partir du proto, c'est-à-dire voilà, on a notre idée en tête, on a notre mécanique, notre thème, notre histoire, notre matériel qui est un peu dans la tête, on a couché un peu ça sur papier. Comment le construire, c'est-à-dire comment arriver à quelque chose de physique et pouvoir jouer avec et avoir un truc qui est à peu près présentable, soit déjà pour les gens qui vont bêta-tester les choses et peut-être éventuellement présentation publique en salon et voire même éditeur, voir comment faire un truc qui est un peu sexy et pas juste du papier blanc avec un chiffre noté dessus. Parfait, très bon thème. Normal, c'est toi qui l'as présenté. Écoute, je te remercie énormément pour avoir accepté l'idée et elle vient en grande partie de toi, pour avoir répondu favorablement à tout ça et puis commencer cette nouvelle aventure ensemble. C'est un truc qui me rend vraiment très content. Et merci à toi, c'est une sorte de co-autorat d'une autre manière, donc ça rebondit bien aussi sur ce côté du co-autorat qui aide à faire les choses et donne des fois la motivation nécessaire. Là, c'est une création qui est différente, mais c'est clairement du co-autorat cool. J'espère que cette émission vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, poser des questions, ce genre de choses. S'il y a des choses que vous voulez qu'on couvre spécifiquement, n'hésitez pas à nous en parler directement. Et on se retrouve très vite pour une suite très probable de ce 63-88. Allez, à ciao. Bientôt.